Bonjour, je suis Marion Milbank et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des Insiders. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emeline Beauchard. Bonjour Emeline. Bonjour. Emeline, vous êtes ingénieure sécurité et vous avez un doctorat en cryptologie. Vous avez rejoint Cagip il y a 6 mois au sein du COC et vous êtes Lead Tech Crypto. Ça veut dire que vous êtes product owner des projets qui touchent à la crypto. Vous êtes basé à Annecy, ce qui vous permet d'être plus proche des montagnes car vous êtes une passionnée de rando et de ski. Alors Emeline, une première question toute bête, c'est quoi la cryptologie ? Donc la cryptologie, c'est la science du secret et derrière ça, on entend à la fois la notion de protection des données avec le chiffrement ou la validation de l'origine d'une donnée avec la signature ou l'authentification qui permet de prouver qu'on est bien la personne qu'on prétend être. Est-ce que vous pourriez nous raconter la journée d'un ou d'une cryptologue ? Au sein du Crédit Agricole, nous, au sein du COC plus précisément, donc nous sommes deux lead tech crypto, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes product owners de tous les objets qui touchent à la crypto au sein du Crédit Agricole. Donc ça comprend les PKI, donc en français les infrastructures de gestion de clés, qui permettent la délivrance des certificats d'authentification, mais aussi les HSM qui sont des boîtiers permettant de stocker de manière sécurisée des applications ou des clés. Et nous avons notamment un rôle de soutien aux entités pour qu'elles comprennent et utilisent les différents usages des outils qui existent au sein du Crédit Agricole. Quand on fait de la cryptologie, vous diriez que c'est plutôt de l'informatique ou c'est plutôt des mathématiques ? Alors la cryptologie, ça comprend les deux. C'est à la fois de l'informatique et des mathématiques. Dans ma vie précédente, j'ai fait plutôt des mathématiques. Maintenant, je suis plus orientée informatique. Mais on voit de manière assez évidente l'informatique dans la crypto, en tout cas au sein du Crédit Agricole. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ces usages-là se cachent des mathématiques qu'il ne faut pas négliger. Et cette réalité est encore plus vraie avec la cryptographie quantique, puisque toute la problématique de la cryptographie quantique, c'est que ça vient casser des outils mathématiques qu'on pensait sûrs jusqu'à présent. Justement, parlons maintenant des qubits. Leur vitesse de calcul mettrait en péril la sécurité des données. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la vraie nature de cette menace ? Effectivement, la vitesse de calcul des ordinateurs quantiques pourrait casser certains codes. En théorie, là où un ordinateur classique mettrait des centaines d'années à casser une clé cryptographique, un ordinateur quantique, lui, pourrait mettre quelques secondes. Donc, c'est-à-dire quelque chose de possible à l'échelle humaine. J'emploie bien le conditionnel parce que même si au sein de la communauté scientifique, c'est partagé l'idée que l'ordinateur quantique va arriver, pour l'instant, rien n'est sûr. Et ce qu'il faut savoir aussi en plus, c'est que les ordinateurs quantiques ne remettent pas en cause tous les chiffrements et tous les algorithmes cryptographiques qui existent à l'heure actuelle. Il y a des algorithmes qui ne seront pas mis en défaut parce que même la puissance de calcul quantique n'arriveront pas à les casser. Et c'est le moment où vous nous parlez de la crypto asymétrique, qui est vulnérable au quantique, alors que la crypto symétrique ne l'est pas. En réalité, effectivement, il faut bien voir la différence entre les mathématiques, justement, qui sont derrière la crypto asymétrique et la cryptographie symétrique. Ces deux types de cryptographie n'utilisent pas les mêmes problèmes mathématiques derrière. La cryptographie symétrique, elle n'est pas atteinte parce que pour casser une clé, il faut tester toutes les clés possibles. Et même un ordinateur quantique a besoin d'énormément de temps pour faire ça. Au pire, on augmente la taille des clés et on arrive à tenir une sécurité satisfaisante. En revanche, pour la partie asymétrique, ce sont des outils mathématiques totalement différents et c'est ce qu'on appelle des problèmes mathématiques difficiles. Et en fait, les ordinateurs quantiques, eux, arrivent à casser facilement ces problèmes. Et si je vous prends un exemple facile de problème mathématique qu'on utilise, c'est celui de la factorisation, qui consiste à retrouver le produit d'un grand nombre. Eh bien, un ordinateur quantique va être capable en quelques secondes de retrouver les deux termes produits d'un grand nombre, alors qu'un ordinateur classique mettrait plusieurs dizaines, voire centaines d'années à le faire. Pour préciser un petit peu, dans la cryptographie asymétrique, on utilise donc une clé publique et une clé privée. La clé privée, on la garde pour soi et la clé publique, on peut la partager à l'ensemble de son réseau, à l'ensemble du monde entier, même si on veut. Et en fait, pour communiquer
avec moi, les personnes vont récupérer ma clé publique, l'utiliser pour chiffrer le message qu'ils veulent me transmettre, et seul moi, avec ma clé privée, je vais pouvoir déchiffrer ce message-là. Donc on comprend l'intérêt de la cryptographie asymétrique parce qu'il n'y a pas besoin d'échanger de clés secrètes comme cela est fait dans le cas de la cryptographie symétrique. Donc du coup, on comprend l'intérêt de la cryptographie asymétrique et donc c'est là tout l'intérêt de proposer des chiffrements qui résistent à la puissance du calcul quantique. C'est donc ce qu'on appelle la crypto post-quantique. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est concevoir aujourd'hui des chiffrements qui résisteront demain à la puissance quantique. Donc ce sont des algorithmes asymétriques qui utilisent d'autres problèmes mathématiques que ceux qui sont utilisés jusqu'à présent. Donc on va avoir ce qui s'appelle les réseaux euclidiens ou les codes correcteurs d'erreurs. Ce sont des problèmes mathématiques qu'on connaît depuis longtemps, mais auxquels on ne s'était pas forcément intéressé, ou en tout cas pas aussi intensément, parce qu'ils ont des côtés négatifs qui jusqu'à présent limitaient leur utilisation. Si je prends le cas des codes correcteurs d'erreurs, par exemple, ça fait vraiment, je pense, une vingtaine ou une trentaine d'années qu'il existe des algorithmes basés sur ce problème-là, mais ils ont des tailles de clés telles que pour un usage actuel, ils ne sont pas pertinents. En revanche, lorsqu'on passera à des ordinateurs quantiques, cette taille de clé ne sera plus forcément un problème vu qu'on aura un besoin encore plus fort, c'est de résister à cette puissance quantique. Et cette menace sur la crypto, est-ce que c'est un sujet pour le Crédit Agricole ou pas? Alors, je dirais qu'il y a 2 niveaux de réponse, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une analyse du risque à faire à l'état actuel aujourd'hui. Est-ce que c'est une menace pour nous à l'heure actuelle? Il faut savoir que c'est connu que certains États, certaines entités stockent actuellement des masses de données qui transitent. Elles ne peuvent pas les déchiffrer à l'heure actuelle, mais elles stockent toutes ces données dans l'idée de les déchiffrer dans 5, 10 ou 15 ans lorsque on aura des ordinateurs quantiques sous la main. On a eu le temps de réfléchir à la question au sein du Crédit Agricole, au sein de CAGIP, et pour l'instant, cette menace n'a pas été identifiée comme réelle. Voilà, on n'a pas ressenti le besoin de protéger des données diffusées maintenant pour une divulgation dans quelques années. Voilà, sachant que la date oscille entre 5, 10 ou 15 ans, on ne sait pas. Donc on peut considérer que c'est enfin une bonne nouvelle. Oui, et surtout, ce qu'il faut voir qu'en matière de chiffrement, la rupture technologique, en tout cas au sein du Crédit Agricole, ce sera peut-être plus le chiffrement homomorphe ou des chiffrements un peu différents ou avec des fonctionnalités supplémentaires par rapport au chiffrement classique qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc pour prendre le cas du chiffrement homomorphe, c'est un sujet vraiment d'actualité puisqu'il permet de travailler sur des données chiffrées. Donc c'est-à-dire qu'un usage qu'on fait souvent avec les données chiffrées, c'est de les stocker dans le cloud. On n'a pas forcément envie que le prestataire du cloud ait accès aux données qu'on met, mais c'est quand même pratique de pouvoir accéder à ces données et travailler directement sur les données qui sont dans le cloud sans devoir à chaque fois les rapatrier, les déchiffrer, faire sa recherche et les remettre. Donc le chiffrement homomorphe permet de faire ce genre de recherche dans les données chiffrées. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'au sein de CAGIP, on étudie plus activement les sujets autour de l'homomorphe que le quantique. Si je résume donc, l'opportunité, c'est la crypto homomorphe et la menace du quantique, elle est réelle, mais on ne panique surtout pas, en tout cas pas quand on est une banque comme le Crédit Agricole. Mille merci Emeline d'avoir partagé avec nous votre analyse experte. Le monde dans lequel nous arrivons est effectivement tellement moins binaire. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode des Insiders et d'ici là, surtout, continuez à bien prendre soin de vous.